Bienvenue à cette exploration. Aujourd'hui, on plonge dans le monde vraiment foisonnant de la gravure néerlandaise du XVIe siècle. Hmm, C'est une époque charnière, un moment où ce qui était souvent l'affaire d'un artiste seul dans son coin, ça se transforme en une véritable industrie. oui, une industrie capable de diffuser des images partout en Europe. C'est assez impressionnant. Pour cette analyse, pour creuser tout ça, on s'appuie notamment sur des études, des discussions très éclairées qui viennent du musée de l'Ermitage. Des sources solides donc. Exactement. Elles vont nous guider et nous aider à comprendre cette révolution, on peut dire, artistique, mais aussi économique. C'est ça. Alors notre mission, si on peut dire, c'est de comprendre comment ça a marché, comment et pourquoi ce changement radical s'est produit. Hmm. Comment l'influence italienne, d'abord, puis cette nouvelle division du travail, les créateurs d'un côté, les techniciens de l'autre. Et l'arrivée des éditeurs, faut pas les oublier. Ah oui, les éditeurs, très importants avec leurs moyens financiers. Comment tout ça a redéfini la création et la diffusion des gravures. On va croiser des figures assez fascinantes et puis on s'arrêtera sur une œuvre monumentale assez incroyable. Impatiente d'entendre ça. Alors c'est parti, on décortique. Allons-y. Pour bien comprendre la rupture, il faut commencer par le début. La situation aux Pays-Bas, en Allemagne, au XVe siècle, début XVIe. Le point de départ, oui, Là, la norme, c'est vraiment le peintre-graveur. c'est ça. Quelqu'un comme Lucas de Lédé ou Albrecht Dürer, l'artiste y conçoit et y grave lui-même sa plaque de métal. Il fait tout. Il maîtrise toute la chaîne. C'est le modèle dominant, celui qui a du prestige. Voilà. Bon, petite nuance pour la gravure sur bois, la xylographie. Là, c'est souvent un artisan spécialisé qui va tailler le bois. Oui, mais d'après un dessin fait par l'artiste, souvent directement sur le bloc. Exactement. Donc l'implication de l'artiste reste très forte. Mais pour la gravure sur métal, l'artiste et le graveur, c'est bien la même personne. Oui, et pendant ce temps-là, en Italie, c'est un modèle complètement différent qui s'impose, et assez tôt d'ailleurs. Ah oui, Lequel? lequel? C'est la spécialisation, très clairement. D'un côté, vous avez l'artiste, le grand nom, qui crée le dessin, ce qu'on appelle l'invention, D'accord. et de l'autre, un graveur professionnel. Un technicien mais virtuose, qui va se charger de traduire ce dessin dans le langage bien spécifique de la gravure sur cuivre. T'as un exemple? L'exemple emblématique, c'est Raphaël et Marc-Antonio Raimondi. Ah oui, bien sûr. Raphaël dessine, Raimondi grave. Et ce qui est vraiment clé ici, c'est que ce système, il devient la norme en Italie. Les graveurs après Raimondi sont des spécialistes de la reproduction. Ils excellent là-dedans, dans cet art de la traduction visuelle, mais ils inventent rarement leur propre composition. D'accord. Et ce modèle italien, il ne reste pas en Italie, j'imagine. Non, bien sûr que non. Il arrive aux Pays-Bas. Comment? Par les artistes qui voyagent. Les fameux romanistes. Exactement. Marten van Heemskerk, Lambert Lombard, Franz Floris, tous ces artistes qui vont à Rome, qui voient ce système en action, ils sont séduits par le style Renaissance, évidemment, mais aussi, et peut-être surtout, ils comprennent le potentiel énorme de la gravure pour diffuser. D'accord. Pour diffuser leur propre création, à grande échelle. Voilà. Ils réalisent qu'ils n'ont pas besoin d'être eux-mêmes des maîtres graveurs pour que leur art circule partout. C'est une libération, en quelque sorte. Absolument. Cette division du travail, ça leur ouvre des perspectives de diffusion complètement inédites. Et cette idée, elle trouve un écho théorique assez puissant chez certains. On pense notamment à Lambert Lombard, à Liège. Ah oui, Lombard. Lui, il ne voit pas ça juste comme un outil pratique, c'est ça? Non, pas du tout. Pour Lombard, qui était peintre, architecte, et qui a fondé une académie très influente, c'est beaucoup plus profond. Il est très marqué par l'art italien, florentin, romain. Mhm. Et il est assez critique envers l'art néerlandais de son époque. Il trouve que ça s'attache trop à la couleur, aux effets de surface, à ce qu'il appelle une jouie manière. Un peu superficiel, selon lui. C'est ça? Pour lui, l'art est en crise. Et la gravure, avec son noir et blanc, son exigence, ça devient une sorte de remède. Une cure d'austérité pour revenir à l'essentiel. Une sorte de discipline. Exactement. L'essentiel pour Lombard, c'est quoi? C'est la forme, la structure, la figure humaine, la composition, la rhétorique visuelle, comme il dit. D'accord. Donc il encourage la gravure dans son académie, presque comme un exercice spirituel, une discipline pour se concentrer sur les fondamentaux, loin des distractions de la couleur. C'est une justification intellectuelle très forte. Et dans ce contexte, à Liège, il y a une figure clé. Lambert Suvias. Un peu particulier, lui. Oui, Suvias, il est fascinant. Un virtuose du burin, mais peut-être un peu resté dans l'ombre de Lombard, c'est vrai. Et pourquoi il est fascinant?
parce qu'il est vraiment à la charnière des deux Lund. Techniquement, c'est un héritier direct de la finesse néerlandaise, de la délicatesse d'un Lucas de Leyde. Ah oui, hein. Oui, ces gravures sont d'une finesse incroyable. On a même supposé, bon c'est une hypothèse, qu'il utilisait peut-être une pointe de diamant, comme les joailliers plutôt qu'un burin classique. Carrément. Pour Bon. faire quoi, hein. Pour obtenir des hachures, des traits d'une finesse presque imperceptible. Ça montre le niveau technique du personnage. Et on a une œuvre qui illustre ça, Oh oui. sa résurrection de Lazare. C'est un chef-d'œuvre absolu. Même Vasari en Italie l'a remarqué. Ah quand même, hein. Quand on regarde cette estampe, ce qui frappe, c'est la fragilité des figures. Elles sont presque immatérielles. Et puis ce jeu subtil de lumière et d'ombre. Ça crée une atmosphère de mystère, de sacré. Ça dépasse sa simple illustration. Complètement. On ressent vraiment l'émotion du miracle. C'est assez rare pour une gravure de cette époque d'atteindre une telle profondeur, une telle sensibilité. Mais Suavius, aussi virtueux soit-il, il travaille aussi d'après d'autres artistes, comme Lombard. Tout à fait. Donc il incarne déjà un peu cette nouvelle division du travail. Oui, c'est ça qui est intéressant. Il grave par exemple une charité d'après une peinture de Lombard. D'ailleurs, on remarque que le fond de la gravure est différent de celui du tableau. Ah d'accord, c'était courant ça. Oui, très courant. L'important, c'était l'invention de l'artiste, c'est-à-dire les figures principales. Le graveur, lui, avait une certaine liberté pour adapter l'arrière-plan, le paysage. D'accord. Donc Suavius, il est un peu ce personnage hybride. C'est l'un des derniers grands artistes graveurs complets, à l'ancienne mode, si on veut. Mais qui participe aussi au nouveau système. Exactement. En reproduisant les œuvres de son maître, sa position devient de plus en plus unique au fur et à mesure que la spécialisation s'impose partout. Et cette spécialisation, cette évolution, on la voit aussi ailleurs, bien sûr. À Haarlem, par exemple, avec Marten van Heemskerck. Oui, Heemskerck, un autre romaniste, revenu d'Italie avec plein d'idées en tête. Très marqué par l'Antiquité, par Raphaël. Et lui aussi, il cherche un graveur. Oui, activement. Dès son beau tour, il cherche quelqu'un pour transposer ses compositions. Il adopte consciemment le modèle italien qu'il a vu là-bas. Et il trouve. Il collabore d'abord avec un certain Cornelis Boss. Le style de Boss est très proche de celui de Raimondi, de son école. Ah oui, Oui, ce qui suggère d'ailleurs qu'il a dû apprendre en copiant des estampes italiennes. C'était une méthode classique pour se former à distance à l'époque. d'accord. Et ils font quoi ensemble? Il crée des pièces comme le Triomphe de Bacchus, par exemple, qui est basé sur une peinture de Heemskerck. D'ailleurs, petite anecdote amusante sur cette œuvre, Oui. sur les problèmes d'attribution à l'époque, une copie plus tardive de cette gravure a été signée d'après Giulio Romano. Ah bon? Mais c'était de Heemskerck. Oui, Ouais. mais ça a créé une confusion qui a duré longtemps. Les Italiens disaient c'est Romano, les Néerlandais non, c'est Heemskerck. C'est dire la complexité parfois. C'est fou. Mais la collaboration vraiment importante de Heemskerck, c'est avec Dirk Cournert, non? Ah oui, Cournert, personnage étonnant. C'est le moins qu'on puisse dire. Humaniste, poète, théologien, c'est non-conformiste et graveur. Un vrai polymathe, comme on dit. Et leur association, là, c'est un vrai tournant. Corneret, ce n'est pas juste un exécutant. Non. Non, avec son bagage intellectuel, il participe à l'élaboration de ce qu'on appelle les programmes iconographiques. C'est-à-dire, Ces séries d'images, souvent allégoriques ou morales, avec un symbolisme assez complexe. C'était très à la mode. Heemskerck dessine, Corneret grave, mais ils réfléchissent ensemble au contenu. C'est un vrai duo créatif. donc là, l'idée, ce n'est plus seulement de copier un tableau qui existe déjà, Non, pas seulement. c'est de penser l'œuvre directement pour la gravure pour qu'elle soit diffusée. C'est exactement ça, le changement majeur. Heemskerck se met à concevoir des dessins spécifiquement pour être gravés. Il pense différemment son dessin. Oui, il pense en termes de lignes, de contrastes, noir et blanc, de ce que le burin peut faire. Cette pratique, l'artiste qui crée pour la gravure, ça va devenir dominant aux Pays-Bas. C'est une différence avec l'Italie, hein? Oui, c'est une nuance importante. En Italie, la reproduction d'œuvres déjà finies, peintures, fresques, restera peut-être plus fréquente, même si la création originale pour la gravure existe aussi bien sûr. Mais aux Pays-Bas, ça devient vraiment central. Certains, comme Bruegel un peu plus tard, iront même jusqu'à adapter leur style de dessin au style du graveur qu'ils ont choisi. On sent qu'on se rapproche d'une organisation plus structurée, presque industrielle, là. On y arrive, on y arrive. Mais pour que cette spécialisation passe vraiment à la vitesse supérieure, il manquait encore un élément clé. Lequel? L'éditeur, l'entrepreneur. Et c'est là qu'intervient la figure absolument centrale de Hieronymus Koch, à Anvers. Koch. Le grand patron, le grand organisateur. C'est exactement ça. C'est l'homme qui va transformer la gravure néerlandaise. Lui-même est moins artiste. Bon, il était peintre, il a pratiqué l'eau forte, qui est une autre technique de gravure.
Mais son rôle principal n'est pas là. Non. Il est avant tout un visionnaire des affaires. Vers 1550, il fonde sa maison d'édition à Anvers. Aux 80. Et son modèle économique, pour l'époque, est révolutionnaire. Qu'est-ce qu'il apporte de si neuf alors? Il systématise, il industrialise le processus. C'est lui qui commande activement des dessins aux artistes les plus en vue, les Heemskerk, les Floris. D'accord. Et ensuite, il emploie une équipe de graveurs professionnels, des salariés, pour exécuter ses dessins sur les plaques de cuivre. C'est lui le producteur en fait. C'est un véritable producteur. Il apporte le capital. Parce que graver, ça coûte cher. Mhm. Le cuivre, le papier de qualité, le temps des graveurs, le matériel d'impression. Il prend le risque financier. Et surtout, il acquiert la propriété des plaques gravées. C'est ça son capital de production. Et c'est lui qui gère la diffusion après. Exactement. Il gère l'impression, la vente. Il faut comprendre que le retour sur investissement était lent. Une plaque, ça pouvait être imprimé et vendu pendant des dizaines d'années. Koch apporte les fonds nécessaires pour lancer la machine. C'est donc vraiment lui qui transforme cet art en un véritable marché. Absolument. Et l'impact est juste phénoménal. Anvers, qui était plutôt secondaire pour la gravure sur métal avant lui, devient en quelques années la plaque tournante, le centre majeur pour toute l'Europe du Nord. Capable de rivaliser avec Rome? Oui, tout à fait. On parle de chiffres énormes pour l'époque. Entre 1200 et 1300 estampes différentes publiées par Koch en une vingtaine d'années. C'est colossal. Et ça se diffuse partout. Partout. Grâce à la puissance commerciale d'Anvers, qui était inégalée à l'époque, ces gravures inondent l'Europe. L'Espagne, la France, l'Italie, l'Allemagne, et même plus loin, la Pologne, les Amériques. Il devait avoir un sacré flair pour attirer les bons artistes, les bons graveurs. Un flair incroyable. Il travaille avec Lombard, avec Heemskerk, qui maintenant lui fournit des dessins pour que d'autres graveurs, payés par Koch, les réalisent. Ah oui, le système est bien en place. Voilà. Il travaille aussi avec Cornert sur d'autres projets. Et surtout, il s'attache les services de France Floris. La star montante à Anvers. Exactement. Floris devient son grand fournisseur de compositions à l'italienne, des mythologies, des allégories, des sujets très demandés par le marché. Ce que Kossek propose, en somme, c'est une version néerlandaise, très efficace, de la gravure de style italien. Et Anvers devient un aimant. Complètement. Un pôle d'attraction si puissant que même des graveurs basés dans d'autres villes, comme Philippe Gall ou Cornelius Cort à Haarlem, finissent par travailler à distance pour les éditeurs anversois. Comment ça? On leur envoie les dessins et ils renvoient les plaques gravées. Le centre de décision et de diffusion, c'est Anvers. C'est fascinant de voir comment tout ça se met en place, cette concentration. Bon, changeons un peu de registre, mais restons à cette époque. Parlons d'une œuvre un peu différente, mentionnée dans nos sources, mais qui est aussi emblématique. La grande frise sur bois de Peter Kuke van Aalst, celle sur les mœurs des Turcs. Ah oui, les mœurs et façons de faire des Turcs. Une pièce absolument exceptionnelle. Il faut imaginer ça, c'est une bande de papier imprimée à partir de plusieurs blocs de bois gravés mis bout à bout. Et ça fait quelle taille? Presque 4,5 mètres de long. C'est immense. C'est sans doute la plus célèbre xylographie, donc gravure sur bois, néerlandaise du XVIe siècle. Et ça montre quoi? La vie dans l'Empire ottoman. Exactement. Ça dépeint des scènes de la vie quotidienne, des cérémonies, des paysages de l'Empire ottoman. L'Empire ottoman, ça devait être un sujet brûlant à l'époque, non? Fascinant et inquiétant à la fois. Absolument. C'était l'Orient, l'exotisme, mais aussi la grande puissance aux portes de l'Europe. Il y avait une immense curiosité. L'œuvre de Koch répond à ça. Et techniquement, la gravure sur bois est d'une très grande finesse, même si on ne sait pas qui est l'artisan qui a taillé les blocs. D'accord. Et on connaît l'histoire de sa création? Alors, il y a l'histoire racontée par Karel van Mander, qui est assez pittoresque. Koch, qui était déjà un artiste reconnu, aurait été envoyé à Constantinople en 1533. Par qui? Par des marchands de tapisserie bruxellois. Le but? Essayer d'obtenir des commandes du sultan Soliman le Magnifique. Et ça a marché? Apparemment non. Échec de la mission. Et Koch, pour ne pas rester les bras croisés, aurait dessiné ce qu'il voyait, les mœurs locales. L'histoire est belle, mais est-ce qu'elle est crédible? Juste dessinée pour passer le temps. Le voyage, la mission commerciale, c'est plausible. On sait que des marchands flamands tentaient d'établir des liens. Mais que ces dessins qui sont très élaborés et très composés aient été faits juste en passant le temps, les chercheurs sont sceptiques. Pourquoi? Parce que leur style, leur composition panoramique, ça ressemble énormément à des cartons préparatoires. Des cartons? Oui.
Ces grands dessins qui servent de modèle pour tisser des tapisseries. Et la tapisserie, c'était justement la grande spécialité de l'atelier de Cook. Ah, d'accord. Donc les hypothèses, ce serait quoi aujourd'hui? Il y en a principalement deux. Soit c'était bien les projets de tapisserie destinés à Soliman, mais ils ont été refusés, Ou alors? ou alors ce sont des projets de tapisserie créés après le voyage, à partir de croquis pris sur place, mais qui n'ont peut-être jamais été tissés. C'est intéressant. Et ce qui est curieux aussi, c'est qu'elle n'est publiée qu'après sa mort, cette frise, hein. Oui, Coec meurt en 1550 et la frise est publiée en 1553. C'est sa veuve, Maiken Verhulst, Qui était peintre, elle aussi, non? oui, peintre miniaturiste, et qui deviendra plus tard la belle-mère de Pieter Bruegel l'Ancien. C'est elle qui fait publier la frise. Est-ce qu'elle a juste fait exécuter les dessins en gravure, ou est-ce qu'elle a eu un rôle plus actif dans la conception finale pour l'impression? Difficile à dire. Et alors, qu'est-ce qu'on voit sur cette frise immense? C'est comme un récit de voyage qui se déroule? C'est exactement ça. Un vrai carnet de voyage visuel qu'on lit de gauche à droite. Ça commence à la frontière, en Slovénie, on voit la confrontation des mondes, la croix chrétienne face aux soldats ottomans, D'accord. puis c'est la longue route, la caravane qui traverse les Balkans, avec des scènes vues en chemin, un marché aux esclaves, des soldats qui se reposent. Mhm. Ensuite, on entre vraiment dans les coutumes turques, la fête de la nouvelle lune, la fête de la circoncision, des funérailles. C'est très documentaire. Oui, avec un souci du détail assez remarquable. Et le clou du spectacle, c'est la dernière section, Constantinople, avec la procession majestueuse de Soliman qui traverse l'ancien hippodrome romain. Ah, l'hippodrome. Ça doit être une scène particulièrement chargée de sens pour un Européen de l'époque. Énormément. L'hippodrome, avec ses vestiges antiques, comme l'obélisque égyptien, les colonnes, pour un Européen cultivé du XVIe siècle, ça évoque Rome, Byzance. L'héritage classique et chrétien. Exactement. Et voir le sultan musulman parader en grande pompe dans ce lieu si symbolique, cette seconde Rome, c'est une image très forte, très ambiguë. Comment ça, ambigu? Il y a une forme de documentation précise, on sent un certain respect pour la grandeur ottomane, mais en même temps, il y a forcément un sous-texte, le choc des cultures, la menace turque vue depuis l'Europe, tout ça est présent dans cette image. C'est subtil. Et Quake lui-même, c'était un artiste érudit. Ah oui, très. Les compositions sont savantes, on sent des références à Dürer, à l'Antiquité. Il mélange cette structure un peu à l'italienne, très organisée, avec un fourmillement de détails narratifs qui est typiquement nordique. Une œuvre rare, donc, et influente, disais-tu, et j'imagine qu'on ne la voit pas souvent en entier. Très rarement, vu sa taille. L'exposer entièrement, c'est un vrai défi logistique pour un musée. Donc l'exposition à l'Ermitage, on parle nos sources, c'était une occasion exceptionnelle. Peut-être même une première en Russie de l'avoir déroulée complètement. D'accord. Et elle a eu une influence sur la façon de représenter d'autres cultures? Oui, on pense qu'elle a servi de modèle, consciemment ou non, pour des représentations ultérieures d'autres peuples lointains, que ce soit aux Amériques ou en Inde. Fascinant. Bon, si on essaye de résumer un peu tout ce parcours qu'on vient de faire, on est vraiment passé d'un modèle où l'artiste est maître de tout le processus Oui, l'artiste artisan isolé. à un système beaucoup plus complexe, beaucoup plus segmenté. Oui, une véritable chaîne de production s'est mise en place, avec des artistes spécialisés dans la conception, les Romskerk, les Fleuris, puis des techniciens spécialisés dans l'exécution, les graveurs comme Kornerert, Boss, et puis toute une armée d'artisans, qui resteront souvent anonymes. Et surtout, au sommet de la pyramide ou au centre du réseau, ces éditeurs. Exactement. Ces chefs d'orchestre comme Hieronymus Koch à Anvers, qui financent, qui organisent, qui commandent et qui diffusent à très grande échelle. C'est vraiment l'industrialisation de l'image gravée qui se met en place. Alors, qu'est-ce que ça signifie tout ça au fond? Quel est l'impact réel de cette transformation majeure? Ça signifie d'abord que la gravure change complètement de statut. Ce n'est plus seulement un art pour connaisseurs, elle devient un médium de masse ou en tout cas de très large diffusion. Un puissant vecteur culturel. Et économique, hein, on ne faut pas l'oublier. Elle façonne les goûts artistiques partout en Europe. Elle démocratise, d'une certaine manière, l'accès à l'art savant, aux compositions italiennes, aux idées nouvelles, aux allégories complexes. Et elle crée un style propre. Oui, elle donne naissance à ce style hybride, si caractéristique des Pays-Bas au XVIe et XVIIe siècle, qui mélange l'influence de la Renaissance italienne et la tradition narrative et détaillée du Nord. C'est d'une certaine façon l'aube d'un marché de l'art plus structuré, plus international. Et pour nous laisser sur une petite réflexion, une pensée un peu provocatrice peut-être, quand on observe comment cette structure, créateur d'idées, technicien d'exécution et diffuseur qui contrôle les canaux, a révolutionné la production et la circulation des images au XVIe siècle, Mhm. on ne peut s'empêcher de faire un parallèle, non? On peut se demander comment les dynamiques actuelles entre les créateurs de contenu numérique, les techniciens, qu'ils soient codeurs, spécialistes de l'IA,
et les plateformes de diffusion, qui sont un peu les éditeurs d'aujourd'hui. Oui, c'était une bonne question. Comment ces dynamiques continuent, elles aussi, de modeler l'art, l'information, les idées qui nous parviennent. Les acteurs changent, les outils sont radicalement différents, mais cette structure fondamentale de l'industrie de l'image, finalement, Elle résonne étrangement avec ce qui s'est mis en place il y a 500 ans à Anvers. exactement, c'est une piste de réflexion intéressante à creuser. Tout à fait. Bon, notre exploration s'achève ici pour aujourd'hui. La prochaine fois, on se penchera sur les gravures, fascinantes elles aussi, liées au grand Pieter Bruegel l'Ancien. Un autre géant. Avec plaisir.